Bonjour et bienvenue dans le podcast de Ruche à l'Offert pour notre invité d'aujourd'hui. Nous sommes très heureux d'accueillir Zeynep Ersan. Zeynep qui est binationale, turque et suisse, qui est journaliste, qui a été rédactrice en chef de Bon à savoir, le magazine le plus lu de Suisse romande, qui a rejoint ensuite la direction du média Le Temps. Elle est aujourd'hui associée dans un cabinet de conseil en communication stratégique et elle est autrice d'un livre qui n'est pas d'actualité, mais qui reste de très important si on veut comprendre la question. Turquie, pont entre deux mondes, qui est paru en 2022 aux éditions Nevicata et collection L'âme des peuples, et dans lesquelles elle analyse la position très particulière de la Turquie entre plusieurs sphères d'influence. Bienvenue, Zeynep, dans notre podcast. Bonjour Oui, et merci de Zeynep. l'accueil. Bienvenue, grand plaisir de te voir là. Tu nous parles de 2 mondes, c'est le titre de ton livre. Quels sont donc ces 2 mondes, heu, entre lesquels serait la Turquie? Alors, comme on est en Orient, la réponse va pas être aussi simple que celle que tu attends peut-être. Les 2 mondes, le plus évident, c'est l'Orient et l'Occident, évidemment, mais on peut aussi lire ça comme étant 2 mondes, c'est-à-dire les mondes de tradition musulmane et ceux d'influence européenne. Encore, on pourrait nuancer tout ça, hein, mais en gros, ces deux pôles. J'ai aussi envie de rajouter un troisième axe, c'est le et qui fait écho à l'actualité aussi, c'est l'héritage de l'Empire ottoman, versus, on va dire, la modernité, inspirée de l'Europe. Donc c'est un peu tous ces éléments-là qui composent ces deux mondes. Il y a pas On n'est pas dans un élément binaire, noir-blanc, comme dans beaucoup de sujets. C'est très complexe. Non, ma question, c'était plutôt pourquoi seulement 2? Voilà, Parce je t'ai qu'on répondu, en fait, il y en pourrait a plusieurs, il y en a pas dire que 2. 2 ou 3 parce que finalement, il y a aussi une Ouais, frontière avec le monde slave, le monde russe, le monde absolument. orthodoxe. Mmh. Sans parler de Istanbul, qui reste le siège du patriarche Ouais, grec, orthodoxe grec, exactement, qui tout à était fait. pendant longtemps, maintenant je sais Mmh. pas si on peut encore le dire, primus inter pares au sein de l'Église orthodoxe. On peut aussi dire que c'est une frontière entre le monde persanophone chiite, turcophone, le monde Absolument. non arabe et le monde arabe. Donc il y a toutes ces Mmh. variations-là. Ouais, ça résume ce que j'ai dit, qu'il y a la dimension, Orient-Occident qui est la plus évidente et c'est celle qui est perçue ici en Occident. Par contre, toutes ces traditions musulmanes que j'ai mis au pluriel parce qu'elles sont multiples, hein, et puis les différentes influences dites européennes en termes de continent, ça marque bien la différence, entre pas la différence, mais la perception de la Turquie par l'Occident. Quand on dit Occident, évidemment, je pense à l'Europe, mais également aux États-Unis, à voir où est-ce qu'on place Israël dans cette définition. La géométrie variable, là aussi. Quand on dit, Turquie aujourd'hui en Occident, que ce soit en Europe, aux États-Unis, souvent, depuis plusieurs années maintenant, on ne pense plus tellement au café ou au loukoum. On pense surtout et presque uniquement à, Recep Tayyip Erdogan, très grand et très puissant président de la Turquie actuelle. C'est un personnage extrêmement complexe, dont les médias occidentaux se font un plaisir de faire un portrait particulièrement simpliste. Je ne veux pas ici commencer à faire les louanges de cet homme, mais je pense que la réalité est beaucoup plus difficile à appréhender que ce qu'on nous présente dans les médias, disons les médias dominants. Est-ce que toi, connaissant, si bien, les 2 côtés, de la Corne d'Or et du Bosphore, est-ce que tu pourrais nous faire un portrait, comme ça au débeauté, portrait de qui est Erdogan, ce qu'il représente et des buts qu'il cherche à atteindre? Au-delà des évidents, buts, personnels de gloire et de pouvoir et cetera. Évidemment. Mais quels sont les buts politiques? Qui est le personnage et qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui pour la Turquie? C'est un petit peu ce que j'expliquais dans mon texte, dans mon livre là, consacré à la Turquie entre justement ces 2 mondes et de lire un peu ce personnage. On peut l'apprécier ou pas la question elle est pas là. Qu'est-ce que lui-même veut? Qu'est-ce qu'il cherche, pour ce pays? Et pour pouvoir répondre à cette question, il faut remonter quelques années, quelques décennies au début du XXe siècle, au moment de la chute de l'Empire ottoman, qui a duré pendant pas mal de temps, la véritable chute de l'Empire ottoman et l'avènement de cette nouvelle république de Turquie sous, Mustafa Kemal Atatürk, qui en a été son 1er président. Profondément laïque, hein, comme tout le monde le sait bien sûr. Lui avait vraiment la volonté
de créer un État fort, vraiment orienté, arrimé à l'Europe en quelque sorte, avec des modèles, notamment la France, l'Allemagne aussi. Donc on est au début du XXe siècle et laïque. La laïcité était le cœur de ça, de sa volonté de créer cet État et ensuite cette nation, avec une alphabétisation très rapide de la population pratiquement du jour au lendemain, a dû abandonner l'écriture arabe, langue du Coran, pour apprendre l'alphabet latin. Donc là, cette même langue qui s'est écrite de manière différente. Et en fait, Atatürk avait vraiment le besoin de redonner un peu son honneur, on va dire, au peuple turc, qui était devenu une population de seconde catégorie face à ceux qui faisaient la grandeur de l'Empire ottoman, du Constantinople de l'époque, c'est-à-dire les minorités grecques, juives, enfin, etc. Toutes ces populations qui étaient dites minoritaires, mais qui avaient énormément de pouvoir dans cette Turquie naissante. Donc lui a vraiment voulu créer ce peuple turc, cet État et cette nation turque. Ce qui a fonctionné. Je pense qu'Atatürk est mort trop tôt. Il a fait 1000 choses en très peu de temps. Je pense qu'il aurait pu un tout petit peu plus consolider ce qu'il a fait s'il avait pu rester plus longtemps. Donc il y a eu toute une période après sa chute, enfin après sa mort, une période de En relatif chaos. 1938? Voilà, exactement. Et donc la Turquie a ensuite traversé, dans les années 50 jusqu'aux années 50-55 il y a eu des épisodes terribles de massacres de ces minoritaires, pogroms, des très sombres de l'histoire turque. Sont suivis 3 coups d'État à 10 années d'intervalle, 1960, 1970, 80. Vraiment un espèce de chaos. La Turquie s'est cherchée, pour différentes raisons, contre le communisme, contre ceci, contre cela, avec beaucoup d'emprisonnements de journalistes, intellectuels, professeurs, etc. C'est Et c'est l'époque dans c'est l'époque de Midnight Express? c'est exactement l'époque de Midnight Express. Que j'étais, petite anecdote, je l'ai vu je sais pas combien de fois, parce que le film avait été interdit en Turquie et Mais je me bien souviens sûr. que je l'écrivais, je le résumais sur des lettres airmail pour l'envoyer à mes amis en Turquie, le résumé. Voilà, petite anecdote. Et donc, c'est un peu dans ce contexte-là que grandit Erdogan, qu'il évolue. Donc, il est né dans un quartier relativement modeste d'Istanbul et il voit tout ce qui se passe et il voit en fait que ce qu'a créé Atatürk a donné naissance à une élite turque. Laïque. Ce que lui n'est pas, c'est que sa communauté, les personnes qui sont autour de lui, et il faut le dire, la majorité de la population turque, la Turquie est un immense pays. La Turquie ne se résume pas à l'ouest, à Istanbul, Izmir et voire Ankara. Donc la Turquie est extrême, on en parlera, jusqu'à l'Iran. Donc c'est un pays qui s'étire dans toute cette région. Et donc Erdogan qui voit de manière très lucide qu'il y a une Turquie à 2 vitesses, dont lui ne fait pas partie de cette fameuse élite. Son propos de tout temps, qui a été exprimé de manière différente, mais pour faire court, son propos de tout temps a été de rendre son honneur, non pas aux Turcs, comme l'a voulu le faire Atatürk, aux Turcs laïcs, arrimés à l'Europe, mais aux Turcs musulmans, majoritaires quand même dans le pays, en leur octroyant des droits, en leur redonnant aussi un pouvoir économique qu'ils n'avaient pas, en créant à partir de rien, pratiquement une classe moyenne qui n'existait pas, qui était inexistante. On avait l'élite avec une population qui travaillait au service de l'élite. Et cette population-là forme aujourd'hui la classe moyenne, voire moyenne supérieure, que Erdogan a créée en développant également, comme je le disais tout à l'heure, une économie très puissante à l'intérieur du pays et pas uniquement sur les régions côtières et dans les grandes villes. Donc ça, c'est véritablement sa vision. Il l'a fait en tant que Premier ministre, en tant que président. Il a continué tout du long cette stratégie. Il y est arrivé. C'est peut-être un des dangers qu'il encourt aujourd'hui, c'est comment cette population, comment cette nouvelle, c'est son soutien en fait, va le soutenir, va continuer à le soutenir ou pas, ça c'est une autre question, mais ça a été sa vision. À ça, il a rajouté évidemment d'autres choses, de vouloir, réécrire ou réinterpréter un tout petit peu l'histoire ottomane, de la Turquie, travaillant sur un rayonnement de la Turquie au-delà de ses frontières, actuelles, celles qui ont été, conquises justement par Atatürk, suite au traité de Lausanne qui a été signé en 1923. Donc à partir de là, de travailler sa zone d'influence, non seulement au Proche-Orient, plus loin par la suite, en fait, à partir de l'effondrement de l'Union soviétique, dans tous les pays Pakistan, que l'Ouzbékistan, Kazakhstan, tous ceux-là, sauf le Tadjikistan. Dans les Balkans, bien sûr. Ils se sont en fait, à différentes époques de l'histoire de la Turquie, plus récente, Empire ottoman, les Balkans, beaucoup plus ancienne, le peuple turc provenant d'Asie centrale, toutes ces républiques d'Asie centrale qui ont aussi
et qui vivent encore aujourd'hui avec une grande influence, de la Turquie à travers différents mouvements, organismes, qui sont les mêmes, mais avec des fonctionnements, des objectifs un peu différents suivant si on se situe à l'est ou à l'ouest de la Turquie. Oui, d'ailleurs, la Turquie a même pris l'initiative de créer une organisation des États turciques, je crois que c'est comme ça qu'il faut le Absolument. dire, Mmh. donc qui ont une langue d'origine turque, je crois qu'il faut dire ça comme ça, parce que c'est pas tout à fait la même langue si on parle de la Turquie, de l'Azerbaïdjan, du Kazakhstan, de l'Ouzbékistan ou de la Hongrie, qui a un statut d'observateur. Il faudra voir si ce statut est maintenu maintenant que Orban, a perdu le pouvoir. Mais Absolument. peut-être avant de passer à l'Est, passons un petit peu à l'Ouest et cette relation compliquée avec l'Europe. Pendant longtemps, est-ce qu'on peut dire que pendant longtemps, jusqu'à Sarkozy grosso modo, la Turquie croyait vraiment qu'elle allait être admise au sein de l'Union européenne et que c'est vraiment depuis que Sarkozy a dit de manière fameuse: «La Turquie sera jamais dans l'Europe», qu'il y a eu une désillusion vis-à-vis de cette perspective de joindre un jour l'Union européenne. Absolument, oui, la Turquie y a cru. D'ailleurs, les pourparlers avec l'Union européenne ont commencé très tôt, hein, au moment des tout débuts de l'Union européenne, hein. D'ailleurs, il y a eu plusieurs fois des discussions, des demandes d'adhésion qui ont été de rapprochement, d'adhésion, qui ont été formulées tout au long de l'histoire très récente de l'Union européenne. Avec chaque fois des explications. On revient à l'époque Midnight Express comme tu dis, hein, avec, effectivement, tu disais tout à l'heure David, avec des exigences en termes de respect des droits de l'homme et cetera, que l'Union européenne a invoqué assez rapidement. La religion n'était pas un argument au début, un argument de refus, ça l'a été plus tard, mais c'était sous-jacent quand même, mais ça n'a jamais été exprimé comme tel. Par contre, ça a effectivement tourné autour des années Sarkozy, quand Sarkozy a effectivement annoncé que c'était exclu, que la France a, reconnu le génocide arménien aussi, hein, voilà, ça a été un déclencheur très important de la grosse déception, on va dire, de la Turquie et de la population turque. Et toutes ces années, je pense que depuis maintenant une bonne dizaine d'années, peut-être même plus, depuis, oui, la 2e partie du mandat de Erdogan, donc si on le décompose, ça fait maintenant 26 ans à peu près qu'il est au pouvoir. Mais la première décennie, il a vraiment fait ce que je disais tout à l'heure, donc redonner du pouvoir économique à cette population, musulmane de Turquie et largement majoritaire. Et dans cette 2e décennie qui se prolonge maintenant, c'est là qu'il a vraiment entrepris ses grands travaux, voilà, d'influence et d'expansion, on va dire, de la Turquie dans différentes régions. Pourquoi je reviens là-dessus? C'est parce que c'est dans ce contexte-là aussi que la demande d'intégration ou de rapprochement à l'Union européenne a n'a pas été véritablement exprimée par Erdogan dans un but d'intégrer l'Europe, mais a été utilisée comme étant un outil redoutable de politique intérieure. En demandant en fait un rapprochement ou voire une intégration à l'Union européenne, Erdogan savait que la réponse allait être non, connaissait et connaît encore les arguments et le fait que l'Europe réponde à ces arguments-là, ça lui a permis, dans sa politique intérieure, de dire: «Mais regardez comment l'Europe nous traite, regardez comment l'Europe nous méprise, regardez comment l'Europe nous considère» et c'est avec ça, entre autres, qu'il continue d'ailleurs à construire sa politique intérieure et qu'il recherche ses soutiens internes. En parlant de politique intérieure d'Erdogan, nous sommes en 2026 et nous fêtons donc les 10 ans d'un fait largement oublié à l'Ouest, mais qui a été absolument capital pour Erdogan et pour la Turquie. C'était il y a 10 ans qu'a eu lieu un coup d'État, une tentative de coup d'État contre lui extrêmement sérieux, qui a failli réussir et qui a profondément modifié, et la Turquie et le pouvoir d'Erdogan. Qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui? Alors, il en reste une structure très différente du gouvernement et de l'armée, du rapport de force, de ce qui fait la force, l'outil de force, on va dire, de la Turquie. C'était le 15 juillet 2016. Je venais de quitter l'aéroport d'Istanbul quand ça s'est passé et quand j'ai atterri plus loin, 1 heure plus loin, je comprenais pas ce qui se passait, mais bon voilà, petite parenthèse. Non, c'est vrai qu'il y a eu effectivement, ça a été pour lui l'occasion de réorganiser complètement, l'armée. L'armée a toujours été très forte en Turquie, hein, ça c'est important de le dire. Je mentionnais tout à l'heure les 3 coups d'État, 60, 70, 80 en gros. C'est à chacune de ces étapes, c'est l'armée qui avec pour argument de dire: «On restera l'armée, donc on va rester au pouvoir jusqu'à ce que le pays se remette un peu en ordre et après on remettra le pays aux mains d'un président élu démocratiquement» et cetera. Ce qui était vrai, jamais vraiment été compris en Europe. Mais ce qui était vrai, paradoxalement, l'armée a été la garante de la démocratie en Turquie, parce que ça plaise ou pas, ça a été un fait, ça c'est sûr. À partir de 2016, effectivement, cette armée a été complètement démantelée.
pour différentes raisons. Les forces de la police, qui étaient elles-mêmes assez faibles, ont été complètement, développées et c'est donc la police, la gendarmerie était déjà pas mal développée, mais la police très peu et donc c'est là vraiment la police qui a pris, les choses en main à l'intérieur du pays au détriment de l'armée, qui a l'air anecdotique, mais en fait, ce qui est profondément important parce que les généraux et les hauts cadres de l'armée étaient tous des laïcs, étaient tous des descendants, on va dire, de la pensée kémaliste d'Atatürk. Contrairement à la police qui, elle, n'était pas du tout laïque. Est-ce que le refus européen d'accepter la Turquie, même si elle a toujours le statut de candidat, est-ce que ça a rappelé ou est-ce que Erdogan a joué sur ce refus, comme étant une autre humiliation imposée par l'Occident, après l'humiliation infligée après la Première Guerre mondiale, lorsque les Français et les Anglais ont démantelé l'Empire ottoman? Et ça, est-ce que ça a été un ressort qui lui a permis aussi après non seulement de justifier ce qu'il a fait en politique intérieure, mais aussi une politique extérieure beaucoup plus active? Absolument. D'ailleurs, c'est intéressant quand on met en parallèle l'histoire d'Atatürk et l'histoire d'Erdogan, on peut les superposer, ça va être la même mécanique. Le mécanisme est le même, le wording, j'ai envie de dire, les mots utilisés même en termes plus de communication sont presque les mêmes. Par contre, les objectifs sont totalement, radicalement même, opposés. Mais oui, bien sûr, de montrer, la manière dont Erdogan a utilisé, le refus de l'Union européenne et même au-delà de l'intégration à l'Union européenne, le regard de l'Europe et des États membres de l'Europe, de l'Union européenne vis-à-vis de la Turquie, effectivement, sont tout à fait à mettre en parallèle avec ce qui s'est passé, dès le tout début du XXe siècle, déjà en 1916-17, hein, au moment du démembrement de l'Empire ottoman par les forces anglaises, françaises, italiennes et grecques aussi. Alors que l'Empire ottoman n'était pas encore, mort, hein. Il était très mourant, bien sûr, mais il n'était pas encore mort. Est-ce qu'il y a en Turquie aujourd'hui une espèce de Schadenfreude, de plaisir malsain, à voir les Occidentaux qui s'enferrent dans des conflits insolubles, dans ce qui était autrefois l'Empire ottoman? Est-ce qu'on se dit en Turquie: «Ha, ha, ha, c'est bien fait pour vous. Si vous nous aviez laissés là-bas, l'ordre régnerait aujourd'hui», parce que nous, on savait gérer un ensemble multinational? Alors oui, c'est pas tout à fait comme ça que c'est exprimé. Oui, bien sûr qu'il y a ça. En attendant, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'années qui se sont écoulées. Mais par contre, la compréhension du terrain, bien sûr. Et alors ça, c'est clair que jamais, l'Union européenne n'a compris le Proche-Orient, le Moyen-Orient. D'ailleurs, c'est un intitulé qui n'existe pas en turc, dit dans les langues alentours. Le Proche-Orient et le Moyen-Orient, on est proches et moyens vis-à-vis de qui? De l'Europe. Donc déjà, dans cette terminologie-là, il y a déjà c'est très orienté. Donc oui, bien sûr, mais là où la Schadenfreude est beaucoup plus marquée aujourd'hui et dans toutes les couches de la population, soit les laïcs et les musulmans, c'est la situation économique de l'Europe et la situation, la perte de vitesse, si j'ose dire, la fragilité de l'Europe, des pays européens et donc de l'Union européenne, dans le contexte actuel, où si on turque pas, quelle que soit sa tendance, disent: «Mais en fait, voilà, maintenant l'Europe, c'est vous qui déclinez, mais nous, Turcs, on le considère comme étant, certes, avec des moyens financiers, économiques, dans une grande difficulté, mais avec un avenir plus radieux que l'Europe». Ça, par contre, ça ressort très fortement. Effectivement, je sens de temps à autre, hein, cette espèce de Schadenfreude, effectivement. Parlons des diasporas turques en Europe. Sont considérables, notamment en Allemagne. Est-ce que ces diasporas, jouent le rôle de pont entre la Turquie d'Erdogan et l'Europe? Alors, il y a pas une diaspora turque, il y a des dia avec là aussi des courants très différents. Moi, je parlais des laïcs et des musulmans, donc déjà là, il y a des représentants plutôt laïcs, d'autres plutôt musulmans. On a aussi des diasporas, kurdes très importantes dans les différents pays en Europe, en Norvège notamment, en Allemagne aussi. Turcs, donc de gens qui portent peut-être la nationalité turque, qui forment des diasporas en Europe, et hors de l'Europe d'ailleurs aussi. Mais ce n'est pas une diaspora turque, mais elle est certainement moins disparate que d'autres, que je mentionnais les Kurdes. Elle est certainement moins disparate que les Kurdes qui, eux, effectivement, sont confrontés à des différences très importantes selon
le pays duquel ils proviennent. Donc ça, c'est pas un problème, une question, c'est pas un problème, mais c'est pas une question liée à la Turquie, je dirais. C'est une question où en Europe, on aime bien voir une identité, mais en Orient, on n'a pas une identité. C'est pas possible. Les frontières n'ont pas été délimitées de manière à ce qu'on puisse retrouver une identité ailleurs. Le concept de l'État-nation est différent. Le concept de l'État-nation est différent. Atatürk a voulu créer un État-nation turc avec un nationalisme très fort. Je pense que ça, il y est arrivé, mais il y est arrivé aussi, hélas, sans le vouloir, je pense, je veux le croire, sans le vouloir en exclure. Mais il y a eu de l'exclusion, forcément. Aucune nation n'a pu se constituer dans l'histoire sans une opposition, parfois très violente, avec un ou plusieurs groupes, désignés comme Mhm. ennemis de la nation. C'est une nation se construit, en contre. En Mais ces parlant oppositions de sont contre, arrivées plus tard, donc parce qu'il est mort en oui, 1938 et c'est effectivement vraiment dans les 2 décennies suivantes que les choses se sont complètement, voilà, c'était, embrouillé. mais en parlant d'opposition aujourd'hui, pour, parler d'actualité brûlante, on sait que, Israël, à travers la voix de certains de ses plus grands, responsables politiques, a récemment heu, suggéré, indiqué qu'après l'Iran, qui est considéré comme déjà, n'est-ce pas, une affaire pliée, que l'avenir nous confirmera comme étant probablement une Peut-être, grosse illusion, absolument. c'est la Turquie qui aujourd'hui représenterait le nouvel ennemi, principal, d'Israël. Ce qui, pour une oreille externe, ne peut que surprendre. Comment il est possible qu'Israël, avec ses 9 millions d'habitants et certes une armée puissante et le soutien des États-Unis, puisse commencer à vouloir, menacer, la Turquie dont on connaît la puissance militaire, place dans l'OTAN, la place géographique, enfin, comment est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est réel? Et est-ce que la Turquie prend ça au sérieux? Quelles sont les perspectives? Alors, c'est délicat parce qu'il y a une grande histoire de cohabitation, on va dire, entre une population juive, qui jouait un rôle très important pendant plusieurs siècles, hein, au sein de l'Empire ottoman. Si je refais un monstre bond dans l'histoire, lorsqu'il y a eu l'Inquisition, sur la péninsule ibérique, c'est le sultan ottoman qui a affrété des bateaux entiers pour aller récupérer ces populations juives, les amener et les intégrer sur les territoires ottomans et complètement dans le système et dans l'appareil, ottoman lui-même. Le Turc étant à l'époque un simple soldat, un militaire en fait, et toutes les postes clés de l'Empire ottoman étaient détenus par des ce qu'on appelle des minorités, dont des juifs également. Donc il y a quand même, si je fais ce détour, c'est pour expliquer qu'au sein de la population en Turquie, certes, c'est très compliqué, hein, mais il y a quand même une affection avec, vis-à-vis de la population juive, malgré les drames qui ont pu se jouer dans les années 40 puis dans les années 50. Je parlais du 55, du pogrom. Mais il y a quand même une affinité, une proximité qui est restée. Maintenant, si on revient sur le plan politique, c'est autre chose. Et là, effectivement, il y a eu pendant toutes ces dernières décennies, on va dire, des périodes où la Turquie et l'Israël s'entendaient très bien, des périodes plus compliquées. Et aujourd'hui, on voit bien, quand on se voit ce qui se passe en Israël et qu'on voit aussi, le rôle de Netanyahou, hein, et de ses projets Netanyahou, on peut imaginer que la Turquie soit, un objectif, parce que la Turquie a une position forte, la Turquie a un rôle de pivot, mais je ne pense pas que la Turquie va s'embarquer là-dedans. Je pense qu'elle fera tout pour éviter, ce genre de dégradation, diplomatique. Elle évitera, je pense, une guerre, directe. Là où c'est très dangereux, c'est la Syrie, parce que la Turquie a une présence très importante au nord de la Syrie. On voit maintenant, tout ce qui se passe au sud Liban, Israël qui pénètre petit que Israël, pénétrera directement en Syrie ou par acteurs interposés en Syrie. Le lieu de tension le plus fort entre la Turquie pourrait être la Syrie. Un conflit plus direct, je ne pense pas que la Turquie irait là-dedans. On ne sait jamais comment évidemment les choses peuvent se profiler. On l'a vu, quand il y a eu ce missile qui a été tiré depuis l'Iran, en direction soit de Chypre, soit de l'est de la Turquie, c'est pas clair, il y a différentes interprétations. D'aucuns parlaient que le missile visait les bases, britanniques à Chypre, d'autres disaient qu'on visait la base, de l'OTAN qui est quand même au sud-est de la Turquie. Et là, la Turquie s'est très vite positionnée de manière très forte pour stopper toute velléité de conflit avec l'Iran. Je pense que c'est ce qui pourrait se passer avec, vis-à-vis d'Israël si il devait y avoir une escalade. Mais Mmh. pourquoi est-ce que Israël considère que la Turquie serait désormais son ennemi, quand on sait notamment qu'il y a un nombre d'Israéliens absolument considérable qui, depuis des dizaines d'années, se sont établis à Istanbul,
de manière, en fait, une sorte de ont établi une sorte de mouvement pendulaire entre Istanbul et Tel Aviv pour leurs affaires. Mmh. Depuis quelques années, on a vu que ce mouvement, commençait à tarir et qu'il a été fait il a tari notamment au profit de Dubaï, mais aussi de Belgrade où les Israéliens sont arrivés en grand nombre, en fait, quittant Istanbul. Mais comment est-ce qu'il est possible qu'aujourd'hui Israël, de ton point de vue, connaissant la Turquie et toutes ces questions, comment est-ce qu'il est possible qu'Israël, puisse, vouloir s'attaquer à la Turquie? La seule raison qui pourrait faire du sens, c'est la prise de position du gouvernement, pour, la Palestine, pour les Palestiniens. De nouveau, si ce gouvernement s'est positionné de cette manière-là, c'est également pour suivre en fait la base électorale d'Erdogan qui elle, ben, voilà, je l'ai dit, hein, c'est un État, certes laïque, très fortement basé sur la religion. Donc la population qui a amené Erdogan au pouvoir, c'est une population, à grande majorité, musulmane. À partir du 7 octobre, a vraiment exigé, demandé au président de prendre parti pour, la Palestine et de ne pas essayer de parler avec les 2 parties, ce qui était le cas, hein, que c'est ce que le gouvernement turc, le ministre des Affaires étrangères faisait à l'époque, parlait autant avec Israël qu'avec les différents représentants des Palestiniens et cetera. Et après le 7 octobre, il y a eu vraiment une exigence très forte dans un contexte économique très difficile et très fragile et politique aussi en Turquie. Donc là, je pense qu'Erdogan a aussi été contraint quelque part de se montrer beaucoup plus virulent, contre Israël, en faveur de Gaza, des Palestiniens en général, Cisjordanie, nourrissant peut-être comment dire? La haine ou les représailles, en tout cas du côté israélien, à l'égard de la Turquie. Et la Turquie joue aussi un rôle pivot là au milieu, hein, se positionne pas. C'est peut-être quelque chose qui dérange aussi, Israël parce que tous les autres États, si on résume, sont positionnés. L'Europe est très clairement positionnée, les États-Unis, on le sait, Israël aussi. Et là, la Turquie parle avec tout le monde, hein. Je le rappelle, c'est la deuxième puissance de l'OTAN, en termes militaires et d'hommes, après les États-Unis, membre de l'OTAN, mais en négociation et en discussion régulière avec la Russie, allant jusqu'à même à acheter des armes à une certaine époque à la Russie. Donc il n'y a pas de véritable positionnement. La Turquie positionne là comme médiateur, comme diplomate, comme, voilà, médiateur surtout, dans cette région, ce qui peut évidemment, poser un problème à Israël. Ju La juste le encore une question, j'ai encore une question, sur ce sujet. On sait qu'Israël a des velléités de devenir une forme de puissance régionale qui puisse dominer à la fois l'Iran, mais aussi l'Arabie Saoudite et devenir la force, comment dire? Contournable, de ce qu'on appelle le Proche-Orient ici. Est-ce que c'est pas aussi un tout petit peu, une des velléités d'Erdogan? Complètement, et je pense que s'agissant de l'Iran, c'est de toute façon, très difficile de réaliser. On sous-estime beaucoup l'Iran comme étant un autre pays du Proche-Orient, la Syrie et cetera. Pas du Ouais. tout. L'Iran, ne l'oublions, n'est pas né des cendres de l'Empire ottoman. L'Iran a été un empire depuis longtemps, et l'Iran existe comme une population, comme culture, à tout point de vue, hein. Culture, c'est tout, c'est un peuple qui a rayonné, et ce n'est pas un État qui est né comme ça, sur une table avec, une règle et un crayon, du tout. Donc c'est un État fort, dépendamment de ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la politique. Je pense aussi une population qui tient à son unité, mais tout, malgré les difficultés, politiques, que traverse depuis longtemps ce pays. Et donc essayer de dire qu'on soit israélien ou turc, mais je pense les Turcs ne le pensent pas comme ça, hein, de dire: «On veut dominer l'Iran», il faut oublier, ça n'est pas possible. L'Iran est là, l'Iran, à mon avis, restera, donc sous quelle forme, à voir, mais il y aura pas vraiment de domination, que ce soit israélienne, turque ou autre, sur cette partie-là. Par contre, oui, je te donne raison, David. Alors effectivement, comme on le disait au début, hein, la Turquie a des visées, plus que des visées, installée très fortement dans les Balkans, dans les anciennes républiques soviétiques, les fameux Istan plus à l'est, avec une grosse influence qui varie en fonction des situations politiques sur la péninsule arabique, et ce sont les mêmes territoires, on va dire, que vise, Israël, aussi maintenant une présence dans les Balkans, comme tu l'as dit. ceci, enfin, dans la relation entre, la Turquie et Israël, pose aussi la question des relations entre la Turquie et les États-Unis. Lorsque j'étais ambassadeur en Turquie, c'était une période, en tout cas au début, assez chahutée, où il y avait beaucoup d'agitation anti-turque à Washington par les cabinets de conseil et les lobbies qui soutiennent aussi Israël. Heu, alors 2 questions. Est-ce que les Américains, on voit quand même un mouvement aux États-Unis qui
qui se détache de ce soutien inconditionnel à Israël, qui est beaucoup plus critique, mais d'Israël. Certains, sénateurs démocrates parlant même de cesser l'assistance militaire à Israël, ce qui serait évidemment, Mmh. aura un impact très, très fort sur le pays. Donc quelle est la puissance de ces lobbies et quelle est l'attitude de Washington aujourd'hui sous Trump par rapport à la Turquie? Alors, est-ce qu'on peut répondre de manière catégorique? Là, je crois que c'est impossible, quant aux relations d'un quelconque pays vis-à-vis des États-Unis. Il y a des échanges réguliers. Il faut pas l'oublier, mais je l'ai dit tout à l'heure, ces fameuses bases de l'OTAN, en Turquie. Donc il y a une présence américaine très forte quand même, sur le sol, sur le territoire turc. Forcément des échanges. C'est vrai que les États-Unis poussent à fond pour que la Turquie s'engage contre l'Iran, que ce soit en direct ou que ce soit via les populations kurdes, d'Irak en particulier et de l'ouest, pardon, ouais, de l'ouest de l'Iran, pour déstabiliser toute la région turque. Ça effectivement, c'est un jeu entre la Turquie et les États-Unis, à travers les différentes populations kurdes, de déstabiliser tout ce pays-là. Non, il y a des échanges, il y a des discussions entre États-Unis et la Turquie, entre Trump et Erdogan, je vois régulièrement. Je crois qu'il y a un respect entre ces 2 personnes qui est un peu, faut le dire, un mode de fonctionnement quand même assez similaire, hein. J'ai des amis en Turquie qui disent en rigolant, qui disent: «Ouais, découvre Trump, mais voilà, mais nous, on connaît ce genre de profil». Voilà, donc ça, c'est vrai que c'est un peu un mode de fonctionnement, on va dire, assez proche, similaire, pas sur tous les aspects, mais assez proche. Et donc, oui, il y a des échanges réguliers, des influences, et puis après, c'est un peu le jeu du chat et de la souris pour éviter, tout embrasement dans cette région. Et je pense que les États-Unis craignent, redoutent cette capacité, cette force de nuisance, on va dire, des États-Unis, oui, clairement, Oui, on vit un peu dans un monde d'alpha mâle, hein, entre Netanyahou, Erdogan, Xi Jinping, Poutine. Où sont les femmes et où sont les déjà. personnalités, disons un peu plus, tolérantes? Il y aura des élections, enfin, il y a tous les 4 ans des élections, donc je crois que les prochaines, c'est 2027. Pour la présidence, ça sera 2028, n'est-ce pas? Ensuite, ouais. Est-ce que si l'opposition gagnait, ça changerait beaucoup la politique intérieure ou extérieure de la Turquie? Je pense notamment à la relation vis-à-vis d'Israël, vis-à-vis de la Syrie, vis-à-vis de, disons, de cette espèce de zone d'influence que la Turquie s'est constituée, dans les pays alentours, en Asie centrale, mais aussi en Afrique, hein. La plus grande Afrique, ambassade de absolument, Turquie au monde, c'est à Mogadiscio, en Somalie, donc il y a tout à fait. aussi Mmh. Oui, oui, pas on mal. parle des Balkans, mais la Turquie est très présente dans toute l'Afrique depuis très longtemps. Et en distribuant notamment des bourses par milliers et milliers à des jeunes étudiants Mmh. africains. Est-ce que l'opposition poursuivrait cette politique? C'est difficile de répondre parce que d'ici là, il peut se passer beaucoup de choses déjà, dans toute cette région. Après l'opposition, oui, très certainement, mais quelle opposition? C'est un peu ça la question aujourd'hui. Les véritables personnes qui pourraient reprendre, la place d'Erdogan actuellement sont dans des postures très délicates. Et quelle opposition? L'opposition populaire, elle existe, elle, mais l'opposition politique actuellement, elle reste quand même assez diluée. Bon, je pensais aux kébalistes, hein, parce qu'en Oui, général, bah, bien sûr, oui, bah, c'est ça, c'est eux qui absolument. représentent le Aux garants, aux républicains, dire, laïcs, effectivement, c'est de ceux-là dont on parle. Je pense, oui. Maintenant, en Turquie, il y a aussi une observation que j'ai entendue à plusieurs reprises, ça m'a d'abord étonnée moi-même, en disant: «Mais en fait, est-ce qu'on a vraiment envie de ça?» Erdogan, de nouveau, qu'on l'apprécie ou pas, que personne, a quand même amené la Turquie à jouer un rôle important et à se distancer de l'Europe et à se distancer des États-Unis, à se distancer un peu de tout le monde et puis de parler avec chacun et de créer un peu ce rôle de médiateur, plus ou moins neutre, et cetera. Et il se disait: «Mais si, les kémalistes reviennent, prennent le pouvoir, est-ce que ça va pas signifier un rattachement de nouveau de la Turquie vers l'Europe, vers l'Occident, avec tout ce qu'on connaît de remarques, blessantes et autres, comme étant un pays de seconde zone, et cetera. En tout cas, la population turque n'a pas forcément envie de revenir en arrière, quand bien même ils souhaitent un changement. Le Peut-être que changement, il doit avoir lieu, mais il est délicat. Peut-être qu'on va assister en Turquie à ce qui s'est passé, récemment en Hongrie. L'Europe entière a fait sauter le champ, s'est, congratulée en pleurant de joie qu'enfin Mmh. Orban a été chassé, alors qu'il a été juste remplacé par une version encore plus conservatrice que lui-même.
encore plus dure contre les migrants, encore plus méfiante envers de l'Europe, encore plus, décidée à ne pas apporter son aide à l'Ukraine et à garder la ligne ouverte avec la Russie. Et en fait, tout ce qui a été élu par les Hongrois, outre un parlement le plus à droite de son histoire, c'est, Orban sans la corruption. Et on peut peut-être imaginer qu'en Turquie, ben, ils continuent à miser sur cette option politique qui manifestement, ne leur cause pas un tort immense, mais qu'ils chassent le personnage dont peut-être après 26 ans, on peut s'imaginer qu'ils sont un peu, Mmh. fatigués. Oui, c'est une des possibilités, absolument, effectivement. Et là, c'est, on verra. Constitutionnellement, il a le droit de se représenter? Alors, est-ce qu'il a le droit de se représenter? En fait, il a déjà changé plusieurs fois la Et constitution, enfin une fois justement, en tout cas, pour pouvoir se représenter. Il me semble qu'il a le droit cette fois, mais là j'ai un doute là, tu me poses une colle à vérifier. bon, c'est pas un détail qui va Mais ce serait l'empêcher. voilà, c'est j'allais dire, c'est pas si important que ça finalement. On voit quelque chose d'assez unique, je crois, à la faveur de cette guerre israélo-américaine contre l'Iran, un regroupement des grandes puissances sunnites qui traditionnellement étaient plutôt en compétition, hein, l'Égypte et la Turquie. C'est la compétition entre l'Anatolie et puis le je sais pas, le Sinaï et le delta du Nil qui remonte à 5000 ans à peu près. Pakistan se tenait plutôt à l'écart des affaires de ce qu'on appelle ici le Proche-Orient, quand bien même ils ont une espèce d'accord de défense avec l'Arabie Saoudite. Et là, maintenant, on voit ces 4 puissances, la Turquie, l'Arabie Saoudite, Pakistan et l'Égypte, et de coordonner leurs efforts pour, éviter une reprise du conflit. Ça signifie quelque chose, c'est important cette dimension sunnite par rapport aux chiites ou dans l'esprit turc. Je dirais que ça, c'est plutôt un sunnisme politique et ça n'est pas un sunnisme religieux, si j'ose dire, politico-économique. Pourquoi? Tu mentionnes ces 4 pays, ces 4 États qui certes sont sunnites, mais la Turquie n'est pas du tout un pays, musulman arabe. L'islam qui est pratiqué en Turquie n'a jamais été un islam arabe. De Ouais, toute façon, il y a des c'est pas des wahhabites, hein. c'est pas des wahhabites, Ouais. absolument pas. Et donc ils se retrouvent avec certaines de ces communautés sunnites sur certains aspects. C'est avant tout montré comme une alliance, de qui passe par la religion. Je pense que c'est aussi comme ça qu'on le comprend ici et c'est comme ça que c'est positionné volontairement comme ça. Mais je pense que c'est surtout cette alliance plutôt, politique économique, vis-à-vis, mmh, autant être ensemble, et contre d'autres plutôt que d'être, contre ces autres-là tout seul, en fait. C'est une alliance qui est stratégique, politique, économique et pas vraiment religieuse. Ici, on regarde, dans le rétroviseur, on voit dans l'histoire que depuis le début de la République turque, 1923, il y a pas eu une décennie calme, il y a pas une C'est décennie, ça. où il y avait, où un ordre a régné et je pense que ça, c'est aussi dû à sa position géographique. Prends le titre de mon bouquin, un pont entre 2 mondes. Quels sont ces mondes? Effectivement, mais c'est une position d'un État vraiment étendu sur un territoire énorme, cheval sur 2 continents, sur 2 cultures, sur 2 types de religions, et cetera. Donc je pense que c'est de toute façon une zone de turbulence en tout temps, de séisme, parce que c'est vrai, au propre comme au fait, j'ai envie de dire, effectivement. Je crois que c'est dans la nature de la géographie effectivement qui a fait de l'Anatolie un lieu de passage à la fois nord-sud et est-ouest, hein. Mmh. Nord-sud, depuis le Caucase ou la mer Noire, vers la péninsule arabique et puis est-ouest et ça se reflète dans l'histoire. Heu, le premier traité diplomatique de paix qui a été signé entre 2 puissances, était retrouvé en termes identiques de chaque côté, ça date de 1279, sauf erreur. Avant le traité de Kadesh signé entre les Hittites, C'est juste. qui étaient donc Ouais, les très, très près. prédécesseurs d'Erdogan ou des Mmh mh. Turcs, qui contrôlaient la majeure partie de l'Anatolie, et puis les Égyptiens. Et ils se battaient pour le contrôle du Levant. Mmh. Le Levant qui pratiquement toujours dans l'histoire était, quelque chose d'attirant pour les puissances qui venaient du nord, du sud ou de l'est en évidemment avec les Perses. Donc je crois que la géographie commande. Zone très fertile aussi, hein. On parle aujourd'hui, le conflit tourne beaucoup autour du pétrole, du gaz et cetera, mais à l'époque que tu cites, bah, la Mésopotamie était, bah, elle l'est toujours d'ailleurs, hein, une zone très fertile. Donc de tout temps, c'est une région qui a été convoitée. Pour la petite histoire, n'oublions pas que le Tigre et l'Euphrate prennent leurs sources en Anatolie, donc encore aujourd'hui, des entreprises, dont des entreprises suisses, qui construisent des barrages dans ces régions-là, qui influencent aussi toute la distribution de l'eau
plus loin, justement dans cette partie, semi-aride, tout est en jeu politique, économique et puis après on y met des étiquettes, religion et autres et cetera. C'est pour ça qu'on dit bien que l'Orient est complexe et que c'est Charles de Gaulle, hein, qui a dit que l'Europe y volait avec des idées trop simples, simples et trop simples et ça Mmh. se vérifie à travers toute l'histoire. De Gaulle n'a rien inventé et et ça se confirme encore aujourd'hui. Je crois que Orient ce qui nous manque un peu en Europe et encore plus aux États-Unis, c'est un peu d'humilité, de modestie. Pour, déjà essayer de comprendre la complexité de ces très, très vieilles civilisations qui ont l'habitude d'avoir des liens entre eux qu'on ne pourra jamais saisir intellectuellement quand on est à l'extrême, ouest de l'Eurasie, pourra-t-on jamais comprendre ce qu'on appelle West Asia, l'Asie Et mais occidentale, hein. de toute manière, je dirais que même on peut pas se comprendre parce que et ça je le mentionne dans mon petit bouquin, c'est que dans la manière dont on s'exprime, il y a des temps grammaticaux qui n'existent pas dans les langues européennes. C'est les temps du doute, c'est les temps de l'hypothèse. Donc il y a des tas de formulations, par exemple, en français, en allemand, en anglais, dans les langues européennes, on dit: «Telle personne est partie». On dit: Daniel est parti» et on va répondre: «Oui, il est parti» et en turc, on va pas répondre: «Oui, il est parti». On va dire: «Oui, il semblerait qu'il soit parti». Donc déjà là, comment voulez-vous construire une entente et un dialogue. Tu as dû t'y confronter, Jean-Daniel, quand tu étais dans ces territoires. Les subtilités de la langue, déjà, ajoutent une complexité avant même qu'on ait commencé à parler. On dit, Orient et Occident pour se référer au mouvement du soleil. En latin, Orient, ça veut dire, se lever et Occident, Mmh. ça veut dire tomber, se coucher. Il semblerait, l'Occident est un peu en train effectivement de tomber, de sombrer alors pour ce qui est de l'Europe, hein, dans l'insignifiance, dans la comment est-ce qu'on peut appeler ça? Dans l'espèce d'atonie, économique. Dans l'insignifiance, politique. Alors, de plus en plus, on a le sentiment que l'Iran qu'on prenait pour une, république de fous furieux avec des turbans, en fait, Mmh. c'est des gens qui diplomatiquement sont particulièrement aiguisés, militairement, prêts et d'ailleurs d'humour, en plus de ça. Absolument. Mmh. Et que la Turquie aussi n'est pas en reste, économiquement, qui ne cesse de gagner du terrain, de s'affirmer. Est-ce que l'avenir nous vient de l'Est? Alors peut-être, en tout cas, c'est une idée quand même assez répandue au sein de la population turque. Non, mais finalement l'Europe est en déclin et nous, même si c'est pas drôle, si c'est pas gagné, mais on a cette capacité à rebondir, on a cette terme à la mode, cette résilience, avec une structure de population jeune, il faut pas l'oublier, avec des envies, une volonté, vraiment une envie d'y aller, et qui lutte actuellement, qui est confrontée à beaucoup de difficultés, mais qui croit néanmoins en l'avenir. Peut-être en passant quelques années à l'étranger, bien sûr qu'il y a des tas de choses qui se mais il y a une envie il y a une envie et une croyance à un rebond important pour cette région-là. La Turquie est une puissance régionale, on peut dire ça maintenant. Oui, clairement, depuis quelque temps déjà et c'est ce que de nouveau Erdogan a fait de la Turquie une puissance régionale. Quelle que soit la manière, la question n'est pas là, c'est un fait. Oui, la Et quelle Turquie que soit est la une, région. et quelle que soit la région, absolument, c'est une puissance régionale. On l'a vu dans le conflit, Ukraine-Russie, on le voit au quotidien dans les Balkans, dans les fameux pays, ISTAN, actuellement aussi dans le conflit, Israël, États-Unis, Iran. La Turquie joue ce rôle de pivot et de médiateur et de puissance, régionale dont on ne peut pas se passer. On a Tu viens d'évoquer à nouveau Israël. Nous arrivons au terme de cet entretien passionnant et je voudrais offrir, à Jean Daniel qu'il te pose la dernière question que nous aimons bien poser à nos invités. Attention. Alors, je dois quand même dire, c'est une question qui m'a une fois été posée lorsque j'étais ambassadeur en Israël par un ancien président de la Confédération. En gros, tu me dis: «Sens-toi libre», quoi. Est-ce que vous croyez qu'Israël existera encore dans 200 ans? Et c'est la Alors, question que tu me poses. la question Écoute, c'est très compliqué comme réponse. Évidemment, c'est pour ça que tu me poses la question. Je pense qu'il est légitime que cette population ait un territoire, oui. Maintenant, j'ai envie de te répondre que cette région-là et que ce peuple, cette population, puisse fonctionner comme elle fonctionnait au temps de l'Empire ottoman, que chacun avait sa place dans un empire très accueillant, très ouvert, avec des inégalités, bien sûr, parce que, aucun monde n'est parfait. Évidemment que les personnes considérées minoritaires, dont les populations juives, payaient un impôt supplémentaire, un impôt plus important, mais ils avaient la liberté, évidemment, de religion, de langue, et cetera. Donc moi, c'est la seule chose que je peux souhaiter à Israël, mais à toute cette région,
c'est de retrouver cette sérénité et cette pax ottomana, si j'ose dire. Et non, loin loin des Anglais et des Français et des Américains aujourd'hui. Très belle réponse. Merci. Excellente conclusion. Merci Zeneb. Merci. Merci en tout Merci cas à vous. pour nous avoir éclairé sur la question turque. Ça sera probablement nécessaire de te réinviter un de ces jours de ce qui se passe dans l'actualité. Merci d'avoir été avec nous et à très bientôt. Merci à vous 2. Merci. Merci Zeynep.